africaine du président français François Hollande. Côte d'Ivoire, Niger, Tchad, voilà les trois nations, les trois États que François Hollande a visités pendant son périple. La sécurité et l'économie étaient au menu de son périple en Côte d'Ivoire. L'accent a été mis plus sur l'économie. François Hollande qui était accompagné d'une ribambelle d'opérateurs économiques français. Est-ce que c'est parce que la croissance de la Côte d'Ivoire aujourd'hui atteint 2 chiffres et les chiffres? Non, ce n'est pas parce que la croissance en Côte d'Ivoire atteint 2 chiffres. D'abord, il faut savoir que la Côte d'Ivoire, pour la France, c'est un pays pivot en Afrique noire. Vous vous rappelez, je vais un peu me relever, en 58, quand Ahmed Sékou Touré avait dit non à De Gaulle, on avait érigé la Côte d'Ivoire pour montrer à Sékou Touré que bon, toi qui as osé dire non au chef, voilà ce que je vous avez dit, on a détruit le Guinée de Sékou Touré et on a fait la Côte d'Ivoire devenir une vitrine qui n'était pas une vitrine qui puisait ses forces d'une manière endogène, c'était exogène, c'était de la façade. Et tout est tombé comme un château de cartes quand Houphouët-Boigny est mort. Et en 90, on a eu tout ce qui s'est passé. Mais la France est revenue en force. La France revient en force parce qu'il y a eu un président là-bas que les Français n'ont pas apprécié du tout. Il s'appelle Laurent Gbagbo. Lui n'a pas eu l'option papale de l'Élysée comme tous les chefs d'État. Vous savez, en Afrique noire francophone, c'est ça qui est dangereux avec les gens qui parlent français en Afrique noire. Que tu sois de l'opposition ou tu sois de la majorité, il faut qu'un vulgaire monsieur de l'Élysée vous voie. Ils vont aller là-bas chaque fois. J'ai un exemple, ça vous dit. Je connais l'opposant camerounais, j'ai oublié son nom. Un jour, je voulais l'interviewer, il part, il me dit non, je m'en vais à l'Élysée, pas à l'Élysée, au ministère des Affaires étrangères. Quai d'Orsay. Ça m'a beaucoup fait rire, j'étais là à côté, il entre et je regardais et il sort, oui, je dis mais vous avez rencontré qui? J'ai compris qu'il mentait, il voulait m'impressionner. Donc c'est un problème. Donc il est venu. Il vient en Côte d'Ivoire pour consolider parce qu'ils ont fait venir un monsieur, je m'excuse, j'aime bien monsieur Alassane Ouattara, parce que c'est leur homme qui l'ont mis au pouvoir, il faut la consolider. Ils ont eu Laurent Gbagbo, que les Français n'ont jamais aimé, parce que lui n'a jamais fréquenté ces écoles, il n'a jamais eu l'option papale de l'Élysée pour devenir président de la République. Et vous savez, tous les autres présidents en Afrique qui ont essayé de Marien Ngouabi, Younous, le premier président congolais, vous partez Thomas Sankara, vous avez le premier ministre belge, Emery Patrice Lumumba. Tout le monde qui a essayé de ne pas respecter la France on a eu le cas de Sankara, tué par Blaise Compaoré, on ne peut pas refuser, c'est écrit. Donc je pense qu'il est parti là-bas pour consolider l'amitié, les relations entre Paris et Yamoussoukro. Et puis vous voyez, l'état du Niger, ce n'est pas parce qu'ils aiment beaucoup le Niger, c'est pour finaliser le traité entre, je crois, Areva et puis l'uranium du Niger. Vous savez que quelque chose qui est droit de la France, c'est que l'uranium du Niger est considéré comme ressource naturelle stratégique de la France. Vous voyez ça. Et puis autre chose, vous voyez, après il quitte, il va au Tchad. Ça me fait rire. On avait eu l'opération Épervier qui existait, qui a été créée en 86. Maintenant, on a remplacé par l'opération Bécane. Mais François Hollande, ce qui me fait mal pour les gens comme les Afghans qui sont socialisants, voilà un monsieur qui était venu avec tous les bons esprits au monde. Il va au Tchad. Il ne parle même pas du décès ou d'une mystérieuse disparition des Himit Oumar Saleh qui a disparu. Donc je trouve qu'ils sont venus, mais malheureux pour les pays de l'Afrique francophone, on doit passer. Mais c'est pourquoi Thabo Mbeki, je le répète, avait dit en 2000, si les pays de l'Afrique francophone veulent émerger, il faut une seconde décolonisation. Ça veut dire cette fois-ci une décolonisation mentale. Il vient, la France est le deuxième partenaire économique de la Côte d'Ivoire après le Nigeria. Vous voyez que la France est un pays qui n'aime pas les pays de l'Afrique francophone, mais les pays ont seulement les intérêts. Vous voyez par exemple ce qui se passe au Nigeria. En 1964, le crime que le Nigeria avait commis, c'est d'être contre l'essai nucléaire que la France avait fait à Reagan, au sud de l'Algérie. Et pour punir le Nigeria, ils ont financé la guerre du Biafra, aidés par les pays comme la Côte d'Ivoire et le Gabon. Donc pour moi, la venue de M. Hollande en Côte d'Ivoire n'est pas quelque chose qui me fait plaisir.
Mais bon, c'est qu'ils ont un homme lige qui est là, qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara, qui est celui qui vend la Côte d'Ivoire et qui vend même l'Afrique. Ce qu'il a même encore fait dernièrement, c'est le contrat ACP et la CEDEAO. La CEDEAO ne devait pas signer ce contrat, il a signé. Et qui fait qu'aujourd'hui, il y a un contrat de libre-échange entre l'Union européenne et la communauté de la CEDEAO. Et il y a deux traites dans ce cas. Il y a Alassane Dramane Ouattara, il y a aussi Paul Biya du Cameroun, parce que le Cameroun a fait la même chose. Mais moi, je trouve que la venue de M. Ouattara Hollande en Côte d'Ivoire, pour moi, ça fait mal. Mais ça fait aussi la conscience des Africains de savoir ce qu'ils veulent, en particulier les gens de l'Afrique noire francophone. Merci. Près de 200 filiales d'entreprises françaises sont présentes en Côte d'Ivoire. Est-ce la toute première visite de Hollande en Côte d'Ivoire est une manière de consolider les relations économiques entre les deux pays? Alphonse Ndongo. Non, c'est clair, hein, il ne faut même pas passer par quatre chemins. La visite de Hollande, enfin son périple africain qui est parti de la Côte d'Ivoire jusqu'à N'Djamena en passant par Niamey, c'est tout simplement, ça s'inscrit sur le terrain purement économique. On sait très bien qu'aujourd'hui, la France traverse une situation économique et financière assez difficile, et alors il s'agit pour Hollande de peut-être consolider les acquis, d'essayer de réchauffer le précaré, et notamment la France, on le sait, a de très grands intérêts en Côte d'Ivoire. Il fallait tout simplement d'abord, donc, comme l'a dit Elie Smith, essayer de consolider ses acquis avec Alassane Ouattara, qu'ils ont d'une manière ou d'une autre réussi à placer là à la tête de la Côte d'Ivoire pour qu'ils servent davantage les intérêts de la France. Et on le sait au Niger, il y a l'uranium, on le sait très bien que l'essentiel de l'électricité dont se servent les Français chez eux, évidemment, c'est du fait de l'uranium qui vient du Niger. Et donc par conséquent, cela est stratégique pour la France. Je peux m'étonner lorsqu'on va dire, et maintenant, celui qui doit jouer le rôle de gendarme, celui qui doit sécuriser les Français et les investisseurs français en Afrique, le rôle a été donc donné, confié pour la circonstance à l'armée tchadienne, à Idriss Déby. On le sait qu'Idriss Déby a déjà montré ses capacités, n'est-ce pas, de guérilla au Mali et même en Centrafrique, parce que d'une manière ou d'une autre, ce sont eux qui ont réussi à défenestrer Bozizé du pouvoir. Donc, et là, on le sait aujourd'hui, on le voit, que c'est Bozizé qui est désormais le gendarme. À un moment donné, on pensait que... Déby, je ne sais pas pourquoi je parle de Bozizé, que c'est Idriss Déby qui deviendront de ce fait le gendarme de l'Afrique francophone. À un moment donné, on avait pensé que la visite d'Eduardo dos Santos il y a quelques mois à Paris, que Eduardo dos Santos devrait peut-être jouer ce rôle. Il me semble que, pour des raisons certainement qui sont encore inconnues, l'Angola n'a pas daigné donc assumer cette responsabilité. Donc là, c'est Déby qui va jouer le grand rôle aujourd'hui pour sécuriser les investisseurs français en Afrique, pour jouer, parce que quand il parle de la lutte contre le terrorisme, mais quand même, on est loin du champ opérationnel. Le vrai champ opérationnel aujourd'hui de la lutte contre le terrorisme, c'est quand même au Niger. C'est quand même, s'il vous plaît, au Mali, au nord du Mali. C'est quand même aussi au Nigeria, et puis dans une bonne partie au nord du Cameroun. Donc on ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, ce rôle soit, n'est-ce pas, dévolu au Tchad. Moi, ce qui peut m'étonner, ça, je pense que les politiques congolais, qu'ils soient de l'opposition, du pouvoir, ou alors de ceux qui se font appeler aujourd'hui centristes, devraient comprendre que parce qu'il y en a qui pensent toujours qu'il faut que la France soit avec nous pour ceux du pouvoir ou ceux de l'opposition. Et là, aujourd'hui, Hollande a, évidemment, leur a envoyé un pied de nez. Il n'est pas venu au Congo parce que le Congo, qu'on le veuille ou non aujourd'hui, est quand même, je peux dire, sauf erreur de ma part, qu'il est le premier hub financier dans la zone CFA. La Côte d'Ivoire étant le premier partenaire, la première puissance économique aujourd'hui, avec son taux de croissance à 2 chiffres. Mais vous constaterez que on a totalement occulté l'escale, n'est-ce pas, du Congo-Brazzaville. Pour quelle raison? Peut-être que Hollande estime qu'il n'a pas intérêt à venir au Congo, alors que tout le monde sait que cette visite s'inscrivait quand même sur le terrain purement
économique. Et le Congo qui est quand même impuissant. Vous avez Bolloré qui a de très grandes affaires ici, avec le port autonome de Pointe-Noire. Vous avez Total qui est engagé dans un grand programme d'exploitation pétrolière à l'horizon 2007. Bon, c'est étonnant lorsqu'on sait que ce sont ces entreprises françaises qui sont quand même la continuité, n'est-ce pas, de la vitrine diplomatique française à l'étranger. Et je constate qu'Hollande n'a pas voulu venir, quitte à ce que les autorités congolaises, d'un côté comme de l'autre, comprennent que la France, sur laquelle ils veulent parfois miser pour soit garder le pouvoir, soit pour accéder au pouvoir, évidemment, je pense qu'ils ont reçu là un véritable message. Moi, c'est ce je peux constater d'entrée de jeu. Ok, merci. Au niveau du Tchad, Idriss Déby et François Hollande ont parlé de la sécurité au Sahel, d'où l'implantation dans quelques jours d'une opération militaire appelée Barkhane, où 3000 militaires seront déployés. Alors, Fortuna Ngolali, cette initiative est la bienvenue? Pas la bienvenue. Je veux commencer par dire ceci. Vous savez, la France, pour avoir la mainmise sur l'Afrique, pour avoir une stabilité économique, doit forcément déstabiliser le continent africain. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Ne pensez pas que l'opération, et le chiffre l'a dit tout à l'heure, il y avait épervier. En Centrafrique, il y avait la présence de l'armée française, mais qui n'a pas pu arrêter l'avancée des rebelles, la prise de pouvoir. Il y a eu l'opération Licorne en Côte d'Ivoire. Nous savons le rôle que ces militaires ont joué dans la déstabilisation du Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, c'est le Tchad. L'épervier existe depuis 1986 au Tchad, mais nous savons ce que se passe au Tchad à chaque fois. Alors, quand ils sont là, c'est comme l'histoire du fabricant de cercueils. Il dit quand il fabrique des cercueils dans sa tête, c'est qu'il est des morts. Ça, il ne faut pas oublier, c'est qu'il est des morts. C'est comme la France, quand elle apporte, quand elle dépose encore, implante sa base militaire un peu partout en Afrique, c'est que ce continent soit toujours déstabilisé pour que, ne pensez pas que c'est la France qui va directement financer ces bases militaires. L'argent viendra de l'Afrique. Ça, il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier que la France vient vraiment pour stabiliser et sécuriser l'Afrique. Je ne pense pas. Il faut carrément déstabiliser pour que à chaque fois l'Afrique tende la main à la France, pour que chaque fois l'Afrique ait besoin. Donc le chef d'État africain, je regrette que les Tchadiens acceptaient tout cela. Moi, je le regrette parce que je pensais que au lendemain de la crise centrafricaine, après le coup d'État, après tout ce que nous vivons aujourd'hui, l'Afrique centrale devrait réfléchir sur son unité, sur son développement, sur la consolidation même de la paix. Il est même contradictoire quelque part. Le président tchadien, il dit l'Afrique doit désormais prendre en charge sa sécurité et tout, mais quelque part, il accepte l'aide des Africains. Il y a le dernier sommet de l'Union africaine avait mis l'accent sur la force d'intervention rapide. Mais où nous sommes nous avec ce projet? Donc on continue de tendre la main à la France, et pour la France, je ne pense pas que la France travaille pour l'Afrique, elle travaille pour elle-même. Donc c'est très grave ce que le président tchadien a fait accepter qu'on implante une base militaire. Il n'y a pas de choix. Voilà. Morgane, la tournée du président français, François Hollande, on l'a fait. Moi je vais citer Eli Smith sur un plateau de télé, je ne sais plus quand c'était, qui disait que la France est un pays sérieux, donc elle pense d'abord à ses intérêts. Moi je me rappellerai toujours du jour de l'entrée en guerre de l'armée française aux côtés des troupes maliennes lors de ce conflit fabriqué. La déclaration de François Hollande à l'époque qui disait la France va faire une guerre pour la démocratie et pour les droits de l'homme. Il n'y a aucune contrepartie, il n'y a aucun intérêt économique. Quelques mois plus tard, nous avons appris que l'armée française facturait 1 800 000 € la journée de guerre au Mali. Alors, c'est juste pour donner un petit panorama. 1 800 000, soit le nombre de jours où l'armée française est restée présente au Mali. C'est pour dire qu'aujourd'hui, on est face à l'instrumentalisation de conflits. Les Boko Haram, des copains qu'on arme, on leur donne un peu de moyens et tout, allez foutre le bordel. Ça me rappelle un peu l'histoire des mafias dans le sud de la France, où vous venez, vous créez votre boutique,
Et le soir, elle est vandalisée, et puis le lendemain, quelqu'un vient vous dire, écoutez, si vous voulez plus qu'elle soit vandalisée, sous-traitez votre sécurité avec nous. C'est un peu la même chose. Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, on parlait de 200 investisseurs dans la délégation du président français. Je sais que ça nécessitait 2 avions. Il faut dire que en histoire, on nous enseignait que chaque civilisation atteint son apogée à un moment donné, et après l'apogée décline. Au jour d'aujourd'hui, on a tout construit en France. Le métro, les autoroutes. Et nous avons des entreprises là-bas qui ont des savoir-faire, mais qui n'ont plus de marché. Il n'y a plus de marge de manœuvre au niveau des marchés parce qu'on ne va pas casser les routes qui existent pour en reconstruire de nouvelles, on ne va pas casser les métros. Donc il faut se tourner, pour que ces entreprises continuent à exister, vers des marchés émergents, l'Afrique, où tout est à faire. Et pour cela, il faut trouver toutes les stratagèmes. Moi j'ai vu au nord du Cameroun, on a enlevé des Chinois pour dissuader ces hommes d'affaires de vouloir faire des affaires avec nous. On les a enlevés, on sait qui était derrière tout cela. Vous avez des compagnies africaines qui meurent de leur bonne mort un matin, alors qu'il y a un potentiel. Moi j'ai vu Air Sénégal quand ils existaient et qu'ils venaient à Paris, plein tous les jours, mais un jour vous apprenez que non, c'est en faillite. Je ne serais pas étonné qu'une compagnie comme Eker, qui vient de sortir des fonds baptismaux, qui est en train de faire une bonne progression, une bonne courbe de manœuvre, que dans 2 ans qu'on n'en entend plus parler. Mais ce ne sera pas parce qu'il n'y avait pas de marché, ce ne sera pas parce que l'affaire n'était pas profitable, ce sera pour une seule raison. Pendant que nous on s'amuse, les autres financent, mais à des millions de francs, des cerveaux pour que les cerveaux réfléchissent à la déstabilisation. Comment on va faire pour rester présent là-bas à vie? On trouve des réponses, et l'une de ces réponses aujourd'hui, c'est de nous vendre la sécurité, mais pour qu'on achète cette sécurité, il faut nous créer un besoin. Le besoin, c'est que, il y a des gens qui marchent de d'Olivier, qui sont armés, qui sont en train de venir sur Brazzaville, et donc il faut les stopper. Nous, on n'a pas les moyens de les stopper, on n'a pas d'aviation de guerre, et tout, donc qui va nous envoyer les avions? On se tourne vers des gens qui nous sortent des factures. Il faut que les choses soient claires. Le jour où les Africains, et heureusement, aujourd'hui, on en parle de manière très confortable. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nos vies qui importent. Moi, je m'en fous de ce qui peut m'arriver. L'important, c'est que nous avons atteint le stade où la majorité d'Africains aujourd'hui est consciente de toutes ces choses. Et de toutes les façons, il n'y a pas de système qui perdure éternellement. C'est un système, puisqu'ils ne veulent pas se réinventer d'une autre manière que par la prédation, qui va être appelé à disparaître. Nous sommes en train d'y aller. Donc les 200 hommes d'affaires qui viennent, c'est trop tard. Cette semaine, il y a eu le lancement en France d'une fondation, France-Afrique, dédiée à stopper l'avancée de la Chine en Afrique. Vous vous rendez compte? Ils ont été là pendant 50 ans, avec toutes les possibilités, les leviers sur le pouvoir politique et tout. L'AFD, machin, moi je veux voir ce qu'ils ont construit en Afrique. Pendant qu'ils nous dissuadent de faire des affaires avec la Chine, allez en France voir. On a tout un quartier dans Paris, le 12e arrondissement qui est tenu par les Chinois. Pourquoi ils ne découragent pas la présence chinoise, l'invasion chinoise chez eux? Et c'est chez nous que non, c'est pas des bons partenaires. Vous savez, ils vont vous vendre des choses qui ne sont pas bien et tout. Pourquoi ces gens s'installent chez eux? Pourquoi on ne les chasse pas? Non, aux États-Unis, ils ont toute une cité. Tout à fait. Alors, Éric Muir, au niveau de l'entourage du président Idriss Déby, cette visite du président français est conçue comme une reconnaissance des efforts menés par le Tchad concernant la crise malienne et la crise centrafricaine. Que pensez-vous de telles affirmations? Mais oui, ils ont tout dit, mais vous savez, sur le rôle que le Tchad a joué en Centrafrique, est une très mauvaise rôle. Parce que, je le dis et je le répète, c'est eux, l'armée tchadienne, qui avaient abattu l'hélicoptère de la force armée centrafricaine. Et on savait, on téléphonait un ami, bon, mais il ne se dérange pas. Comme le posé en train de résister là, à 14h, on va abattre l'hélicoptère. Et à 14h, on a abattu. Donc, le Tchad, et puis autre chose, l'erreur, est-ce que c'est une erreur? L'erreur que Bozé avait commise, c'était que, et un peu, je crois que les hommes politiques africains doivent aussi apprendre l'histoire et de regarder les équilibres de force. Si je vois que Alphonse ou Fortuna est plus fort que moi, je me prépare le coup, je suis très fort et je veux savoir l'affronter. Bozizé a commis la même erreur que l'empereur Jean-Bédel Bokassa avait commis. L'erreur qu'il avait commis, c'est à un moment, à coup d'argent, il avait voulu changer de date. Il a voulu quitter supporté par la France et aller, à l'époque on disait que le camp de l'oppression de l'Union soviétique et les hommes de l'Union soviétique en Afrique étaient Kadhafi.
Et Alexandre Marange le dit très bien dans son livre, ils sont descendus dans les services de renseignement partout, ils ont vu à l'hôtel du centre de Bangui des Cubains et des Russes au bord de la piscine, et il a dit ah ça c'est dangereux, ça veut dire que un jour Bokassa va changer de camp, et on a inventé l'histoire que Bokassa était un cannibale. Bokassa n'a mangé personne. On est même allé à Birongo et j'ai mis à défi à tout le monde qui peut dire que Bokassa mange. Non, c'était une histoire fabriquée de toutes pièces. Et là, la fin est arrivée, on a lancé l'opération Barracuda. Et vous voyez, quand Bozizé a décidé qu'il peut aller voir les Sud-Africains, et comme Bozizé aussi, comme beaucoup de chefs d'État africains n'ont pas de stratégie, il a oublié que l'aéroport de Bangui est contrôlé par les Français. Les Sud-Africains venant, les Français ont dit non, vous n'atterrissez pas ici. Donc je trouve que, oui, il dit bien, c'est un peu paradoxal et Fortuné l'a dit, et on dit souvent ici on veut une force armée africaine. C'est un peu contradictoire. Aujourd'hui, c'est les Français qui entrent, mais c'est normal. Si Idriss Déby est encore président aujourd'hui, c'est parce que la France a empêché quoi en 90, l'ennemi me dépasse, quand les forces armées libyennes et soudanais étaient au bord du palais de N'Djamena. Je pense que c'est un peu, il faudra maintenant pour changer, il ne faut pas toujours qu'on commence toujours à accuser la France. C'est nous-mêmes d'abord. Il faut d'abord qu'on soit patriotique. On doit aimer notre pays et on ait des vrais partis d'opposition. C'est ça le problème. Qu'on ait des vraies sociétés civiles, qu'on ait des vrais journalistes aussi qui font des enquêtes, qui sont aussi prêts à risquer aussi leur vie. Les gens qui aiment leur pays aussi. Parce que si Idriss Déby peut faire ce qu'il fait là aujourd'hui, c'est parce que l'opposition n'existe pas. Si dans d'autres pays, les autres chefs d'État font ce qu'ils font, c'est qu'il n'y a pas de la presse, il n'y a pas une bonne presse. Les journalistes sont avec 5 000 francs, 10 000 francs, ils se vendent. L'opposition n'existe pas, il ne peut pas rester quelque part proposer. Chacun va être chef. Je pense que s'il dit ce qu'il a dit, c'est vrai, mais c'est faux, parce que qu'est-ce qu'ils ont fait en Centrafrique? En Centrafrique, ils n'ont que causé des problèmes en Centrafrique. Un élément important nous allons passer au dernier moment, faute du temps, il nous reste 7 minutes, on nous a accordé 10 minutes, il nous reste 7 minutes. Nous allons aborder le quatrième, le dernier sujet, il s'agit des allégations de Robert Bourgi. Robert Bourgi, hier, ami de Laurent Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est le même Robert Bourgi qui trahit, qui expose Laurent Gbagbo dans des affirmations telles que Laurent Gbagbo est prêt à noyer la Côte d'Ivoire dans le sang. Alors, Elie Smith, votre point de vue. Mon point de vue, c'est que c'est bien fait pour les chefs d'État africains. C'est très bien fait pour eux. Parce que je n'ai jamais vu bon, je reviens à mon ami Stephen Smith, c'est un ami, et j'aime son livre là, qu'il avait écrit en 2003, Pourquoi l'Afrique meurt. Et il avait dit, deux peuples au monde qui sont irresponsables, c'est les Arabes et les Africains. On voit un pays comme l'Arabie Saoudite, dit aujourd'hui, on dit, mais l'Arabie Saoudite, l'économie est tenue par 30 000 Américains, environ 20 000 Britanniques et 5 000 Français. Donc s'ils partent aujourd'hui, c'est fini. Ils n'ont pas jamais pris le temps pour former des gens. Ah, bon, maintenant, pourquoi se fait que nos chefs d'État doivent toujours avoir des conseillers qui sont extra-continentaux? Mais ces gens-là viennent toujours parce qu'ils veulent les aider, ils veulent profiter. Le seul ami de Laurent Gbagbo qui est, ça ne veut pas dire que tous les Européens sont mauvais. Guy l'avait dit, c'est un Français, mais il a connu Laurent Gbagbo quand Laurent Gbagbo n'avait rien. Et Laurent Gbagbo, il n'a jamais trahi Laurent Gbagbo. Même Xavier Manueli, qui disait qu'il est le frère jumeau de Gbagbo, ils ont tous lâché. Mais il faut lire quand même le livre écrit par le journaliste François Mattei. C'est quand même gros texte ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et que ça appelle à la conscience de beaucoup des Africains à réfléchir de l'avenir de leur continent, en particulier ceux qui parlent le continent de l'Afrique francophone. Donc je pense que Robert Bourgi, Gbagbo mérite ce qu'il a eu, et d'autres chefs d'État africains doivent apprendre. Mobutu aussi a vu la même chose. Donc les chefs d'État doivent apprendre que ces gens-là qui gravitent autour d'eux, qui sont des soignants conseillers, ne les aiment pas, ils aiment seulement la profondeur de leur poche. Voilà, Robert Bourgi est allé même plus loin en qualifiant de ridicule ce qu'il considérait comme son ami Alphonse Ndongo. Oui, moi ce qui peut franchement me chagriner dans ce dossier de Gbagbo, d'ailleurs parce que Bourgi fait cette sortie médiatique à la suite de l'apparition
du livre que lui a consacré le journaliste français, l'ex-journaliste français du journal France ce soir, Mattei. Bon, moi, ce qui peut franchement me chagriner là-dedans, c'est que Gbagbo, que je connais comme étant quelqu'un d'anticolonial, loin des cercles, n'est-ce pas, France-Afrique, que Gbagbo se soit attaché des services d'un monsieur comme Bourgi, parce que Bourgi, c'est vraiment le prototype même, c'est même le modèle criard de ce qu'on appelle France-Afrique. À un moment donné, il a fait des révélations sur des mallettes qu'il prenait d'un palais présidentiel, soit de Libreville, de Brazzaville, ou je ne sais pas, d'Abidjan, n'est-ce pas, à l'Élysée. Donc c'est vraiment quelqu'un, à mon avis, que Gbagbo n'aurait absolument pas même accepté recevoir. Il aurait pu franchement se mettre à équidistant d'un monsieur de triste réputation comme Robert Bourgi. Et c'est là où on peut se poser la question sur certains Africains qui vous donnent un discours, qui vous servent un discours parfois tout à fait panafricaniste, mais qui après, évidemment, finissent par composer avec ceux qui même régentent ce qu'on appelle la France-Afrique. C'est pour moi la grande déception. Je dois le dire sincèrement que pour moi, cela est une très grande déception. Et c'est dommage que Gbagbo ait eu à compter, à miser sur un type comme Robert Bourgi pour éventuellement se frayer un passage dans le cercle du pouvoir à l'Élysée. Alors Morgane, votre point de vue, est-ce qu'on peut dire aussi que cette relation, cette amitié n'était que de l'hypocrisie? C'est Lich-Fils qui disait tout à l'heure qu'il faut toujours interroger l'histoire. Et le problème que nous avons, c'est que nous faisons un effort de ne pas apprendre les leçons de l'histoire. Regardez tous les gens qui ont été autour de nos chefs africains depuis le temps de Mobutu, regardez la chute de ces gens et quelle a été la position. Bon, moi je ne crois pas du tout à ces amitiés très opportunistes. Effectivement, quand vous dites qu'il mérite, bien que j'ai de la sympathie pour lui, qu'il mérite ce qui lui est arrivé, je suis tout à fait d'accord avec vous. Remarquez que du temps où il était au pouvoir, il a donné très peu d'interviews, Laurent Gbagbo, à des journalistes africains. Hein, et que même au fort de la crise, sachant pourtant qu'il était l'ennemi, c'est à Euronews et à Canal+, Michel Denisot, qu'il a consacré du temps d'antenne. C'est quand même assez bizarre, cette façon de fonctionner. Au fait, on sait la réalité. La réalité, c'est que tous nos chefs ont un fusil sur la tempe. On leur a fixé un agenda. Bon, on vous laisse arriver au pouvoir, on vous laisse vous enrichir avec vos familles, mais vous appliquez notre agenda. Le jour où vous essayez de faire le contraire, on vous remplace par votre garde du corps ou par votre secrétaire général, la présidence. Donc, c'est vrai que nos chefs aussi sont victimes d'une grande violence. Donc, ils sont appelés à décider tous les jours, à prendre des décisions qui vont à l'encontre de leur peuple. Je reconnais qu'il y a une forte violence, mais dans toute situation, il y a toujours un moyen intelligent d'y sortir. Et l'intelligence commande de ne pas s'aliéner la sympathie des peuples. Parce que ce n'est que par les peuples qu'on pourra y remédier, tôt ou tard. Donc, ce qui est arrivé à Gbagbo, moi, Bourgi, je suis sans illusion. Tous ces gens qui gravitent autour de nos chefs en Afrique, ils viennent avec un agenda, j'en parlais tout à l'heure, et cet agenda, je suis désolé, mais il n'est jamais en faveur de nos chefs. Ils viennent prendre ce qu'il y a à prendre, et ils seront les premiers à les insulter dès que quelque chose de mal se passera. Donc, je préfère un Mathias Nzong qui s'entend avec Sassou, peu importe les divergences qu'ils peuvent avoir, ils peuvent se retrouver la nuit et discuter. Ces deux Bantous qui viennent du même pays, des mêmes forêts, qui connaissent les mêmes arbres, ils peuvent s'asseoir et discuter. Et peut-être jouer de l'opposition virtuelle, parce que c'est le jeu de la démocratie. Mais vraiment, ces oppositions meurtrières, hein, pourquoi un Lissouba et un Sassou Nguesso ne se parleraient pas? Pourtant, c'est deux fils d'Afrique. Hein, et que l'un sera obligé d'être en exil pendant que l'autre est dans le pays. Ça fait du bien à personne tout ça. Je ne dis pas, je ne crois pas au monde des bisounours où tout le monde est bon, tout le monde est gentil, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui nous unit doit être plus fort que ce qui nous sépare, ce qui nous divise. Et il faut qu'on arrive à cette réflexion-là pour que les choses commencent à changer. De toutes les façons, on a deux alternatives. Soit on va agir de cette manière et on va vivre, soit on ne va pas agir du tout, on va tous disparaître. C'est tout. Parce qu'il y a Ngolali, Fortuna, votre point de vue, Robert Bourgi, hier, a mis
de Laurent Gbagbo et après, aujourd'hui, peut-être ennemi de Laurent Gbagbo? Bon, moi je suis, c'est vrai, moi je sais pas qu'est-ce que ça veut dire en ce moment-là l'amitié entre Bourdieu et l'Afrique ou encore Bourgi et Laurent Gbagbo. Nous savons le rôle qu'il joue et qu'il a toujours joué dans ce que je venais de dire tout à l'heure, la déstabilisation de l'Afrique, dans la manipulation même de certains chefs d'État africains. Ce qui est important, c'est ce qu'a dit Morgan tout à l'heure. Il faut plutôt faire ce que le peuple guinéen a fait au temps de Sékou Touré, s'unir pour défendre le pays, s'unir pour l'unité de l'Afrique, le développement de l'Afrique, la consolidation de la paix. Moi, je pense que le peuple qui suit de très près ce qui se passe actuellement, le peuple africain bien sûr, devrait mettre en tête qu'il faut plutôt soutenir toute l'Afrique, tout un État, que de soutenir une seule personne pour tel ou tel intérêt. Il a dit clairement, pas Mathias Ndong, pas Denis Sassou Nguesso, c'est plutôt pour tout le Congo. Il faut s'unir pour lutter contre l'ennemi du Congo. Je pense que c'est ce qu'il faut faire actuellement, parce que tout est aujourd'hui clair que l'Occident ou l'Europe ne peut pas aider l'Afrique à se développer. Voilà, merci. C'est ici que s'achève cette émission. Point de presse de ce dimanche. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent suite de programme sur